Salut l'ambitieux, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de stratégie. Mais avant ça, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Sur ce lien, tu pourras réserver un coaching offert de 30 minutes. Profites-en, c'est totalement gratuit, ça peut te permettre de lever certains blocages. Toi et moi, on va discuter et je vais faire un maximum pour t'aider. Bien, donc la stratégie. La stratégie, c'est ce qui manque à 95% des investisseurs. C'est le point vraiment hyper important. Donc, comme dans la vie, c'est pareil en investissement, tu dois avoir une stratégie. Cette stratégie, c'est le fil rouge que tu dois suivre, coûte que coûte. Tu ne dois pas en dévier. Alors bien sûr, tu peux recalibrer ta stratégie en fonction de certains éléments, etc. On le verra par la suite. Mais il faut ne jamais tendre à être à l'extérieur de ce fil rouge. Et donc, c'est de cette manière que tu pourras éviter de prendre des décisions irrationnelles, totalement irréfléchies, et donc de faire des erreurs. Erreurs qui se traduisent en investissement par une perte d'argent. Première chose, pour calibrer ta stratégie, avoir une stratégie qui colle à ton profil, c'est de faire un point sur toi-même. Ça demande une certaine introspection, un certain effort, mais il faut commencer par ça. Et le premier point, c'est ton mindset. Il est clair que si tu as des croyances limitantes sur l'argent, des idées reçues, sur la bourse, etc., il est clair que ça ne va pas aller, que tu vas être confronté à des barrières mentales qui vont t'empêcher de progresser. Et ces barrières mentales, il faut les lever le plus vite possible pour que mentalement, il se passe un truc dans ton cerveau et que du coup, tu puisses agir avec beaucoup plus de sérénité. Parce que ces barrières mentales, elles vont t'empêcher de progresser. Tu vas être heurté à une espèce de mur, si on peut imaginer ça comme ça. Eh bien, ce mur, tant que tu n'auras pas brisé ses croyances, tu ne pourras pas le fracasser, tu ne pourras pas passer au-delà. Pourquoi? Parce que tu auras des croyances limitantes, tu auras certaines idées préconçues qui du coup t'empêcheront d'avancer. Et donc, dans un premier temps, tu vas commencer à faire un point sur toi-même, déterminer quelles sont tes croyances limitantes sur l'argent. Tu les listes, peu importe. Tu prends une feuille et tu les listes, tes 10 croyances que tu as sur l'argent, etc. Ensuite, tu les déconstruis. Tu consommes du contenu, etc., etc. Tu les déconstruis, ces idées reçues. Ensuite, un point qui est très important, il faut que tu prennes conscience que tous les êtres humains, absolument tous les êtres humains, sont soumis à des biais cognitifs. Ces biais cognitifs, ça va influencer tes décisions. Pourquoi? Parce que, en fonction du biais cognitif, ça va te faire prendre des décisions irrationnelles. Et plus particulièrement en bourse, où on est soumis à l'euphorie, à la peur, quand il y a une récession, etc., où les émotions, les biais comportementaux sont très présents. Et donc, il va falloir que tu reconnaisses avoir des biais cognitifs. On y est tous soumis, c'est la règle. C'est comme ça, il faut apprendre à les reconnaître. Reconnaître que tu as cette émotion dans ce contexte-là, etc. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au domaine de l'investissement, etc., eh bien, j'ai remarqué que dans certaines situations, j'étais soit plus ou moins euphorique, soit au contraire, j'avais peur. Pourquoi? Parce que je me laissais gagner par l'émotion du marché. Eh bien, tu dois reconnaître ces situations, accepter la situation, puisque ton émotion elle est là, il faut l'accepter pour pouvoir avancer. Ensuite, ça va être de combattre ce biais cognitif. D'ailleurs, si les biais cognitifs t'intéressent, j'en parlerai un peu plus en détail dans une vidéo complète. Fais-le moi savoir en commentaire. Donc, pour combattre ce biais cognitif, ou ces biais cognitifs, parce qu'il y en a plusieurs, eh bien, on a plusieurs stratégies, chacun a sa propre méthode. En ce qui me concerne, moi j'ai opté pour des règles très précises et très concrètes. C'est-à-dire que j'ai un fichier sur lequel j'ai identifié toutes ces situations dans lesquelles j'étais amené à agir de manière irrationnelle avec les paramètres qui pourraient me pousser à justement prendre une mauvaise décision. Et quand je suis dans cette situation-là, je me rappelle que j'ai des règles. Les règles, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. J'en ai même dans ma vie de tous les jours. Ça m'aide dans mes objectifs, ça m'aide à me centrer. Chacun sa propre méthode, à toi de trouver la tienne. Moi, ça m'aide. Par exemple, très récemment, avec l'essor des NFT, j'étais assez hypé par justement toute cette industrie, tout ce que les NFT pourraient permettre à l'avenir de faire. J'étais hypé, mais je me suis rappelé que justement, dans ces situations-là où j'étais amené à être euphorique, j'étais plutôt amené à prendre des décisions totalement irrationnelles et à passer à l'achat sans véritablement me centrer sur les fondamentaux du projet en tant que tel, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis rappelé que j'avais ces règles. Ces règles, en quelque sorte, chez moi, agissent comme un dernier rempart sur lesquels je me repose si jamais je suis dans ce genre de situation. Et donc je me suis rappelé, ok, t'as une règle, t'es dans l'euphorie,
bon bah prends du recul sur l'information, et puis commence à regarder les fondamentaux du projet. Commence à t'intéresser à ce qui fait réellement le projet, et pas la communauté et toute la base de fans qu'il y a derrière, qui font propulser le projet à un niveau parfois démesuré. Et donc, ça m'en vient donc au deuxième point, c'est que tu dois prendre du recul sur l'information. C'est hyper important. Aujourd'hui, l'information, il y en a partout. Les journaux financiers, les médias, etc. YouTube, ton influenceur préféré qui va te parler de bourse, etc. Ok, c'est ok, mais il faut que tu prennes du recul. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de bruit. Et si tu te concentres sur le bruit, tu n'entends que le bruit, et tu prends des décisions qui seraient dommageables. Et c'est là où vraiment, il faut avoir une stratégie adéquate, il faut adapter ta stratégie. Tu peux prendre le conseil, tu peux prendre l'information, mais derrière, c'est toi, et seulement toi, qui du coup prend la décision ou non d'investir dans ce projet parce que ça correspond à tes critères, ça correspond à ta stratégie tout simplement. Tu ne dois pas laisser l'émotion et l'information, les informations que tu vas recevoir, parce que tu vas te rendre compte qu'au final, euh, rechercher l'information, c'est ce qu'il y a de plus dur, puisqu'on est noyé aujourd'hui avec Internet, YouTube, etc., les réseaux sociaux, dans un flux continu d'informations. Tout le monde va dire tout et son contraire. Et donc, il faut réussir à prendre du recul, faire la part des choses, prendre ce qui peut être intéressant, laisser de côté ce qui ne nous intéresse pas, et essayer de prendre la décision la meilleure possible, la plus adéquate possible. C'est hyper important, puisque à l'heure où, par exemple, l'information est très présente, moi j'ai une règle. Cette règle concerne l'information. Cette règle, c'est quand une information t'est donnée, moi je considère que l'information, le marché l'a déjà intégrée. Et donc, ça ne sert pas trop à grand chose que je la prenne en compte, puisque d'une manière ou d'une autre, le marché a déjà intégré cette information et donc il poursuit son cours, c'est qu'à le dire, et cette information, je ne peux rien en faire. Les seules informations que je me permets de prendre en compte sont les informations d'ordre géopolitique, économique, donc tout ce qui est données structurelles, comme par exemple l'inflation, le chômage, etc. Les données en question donc d'un secteur sur lequel je vais investir. Pourquoi? Parce que ce sont des informations qui pour moi sont cruciales. Ça va me permettre d'orienter ou non ma décision d'investissement si je choisis ou pas d'investir. Tu dois donc faire un tri dans l'information. Ça, c'est super important. Une fois que tu as fait ce tri dans l'information, tu dois déterminer ton profil d'investisseur. Déterminer son profil d'investisseur, c'est pas si compliqué. Premièrement, il faut savoir où tu vas. C'est hyper important de savoir où tu vas. Soit dans la vie ou même dans les investissements, tu dois savoir ce que tu dois faire. Tu dois lister tes objectifs. Tu dois avoir un objectif précis, un objectif clair, ce que j'appelle la vision tout simplement. Tu dois savoir où tu vas. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, que ce soit en bourse ou même dans leur vie, ne savent pas où ils vont. Ils investissent, et puis on laisse faire le marché, etc. Avec un peu de chance, j'aurai des retours sur investissement. Alors parfois, avec beaucoup de chance, ça marche. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Et cette chance, ce qu'on appelle la chance du débutant au final, cette chance du débutant, bah tôt ou tard, elle s'en va, et on se retrouve avec des pertes, etc. Sauf que ces gens qui ne font pas l'effort de se centrer d'abord sur eux-mêmes, de se découvrir les biais cognitifs auxquels ils pourraient être soumis, etc., eh bien, vont investir à l'emporte-pièce. Et c'est pour ça qu'ils perdent. Parce qu'ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas cette ligne rouge qu'ils doivent suivre tout le temps, en fait. Et c'est hyper important. Donc, dans un premier temps, ce que je t'invite à faire, c'est de lister tes 10 objectifs par ordre de grandeur. T'en prends 10, c'est tes objectifs, c'est les tiens, c'est pas ceux de tes parents, de tes amis, c'est ceux qui te tiennent le plus à cœur. Idem en matière d'investissement. Choisir, voilà, où est-ce que tu vas. Où est-ce que tu vas? Est-ce que tu veux de la rentabilité? Est-ce que tu veux de la performance, un certain patrimoine, etc. Détermine tout, sois le plus précis possible. Tu en sélectionnes trois principaux, et tu les développes. Moi, je l'ai fait, dans ma vie de tous les jours, j'ai trois grands objectifs. Ces trois grands objectifs servent l'unique objectif, la vision, si je puis dire. Et donc, tous les jours, je m'efforce d'avancer sur ces trois objectifs. Il n'y a pas de retour en arrière possible, c'est de la discipline et de la constance. Eh bien, toi, c'est pareil. Idem en investissement, tu dois avoir tes objectifs, tu dois savoir où tu vas, déterminer quel montant pour ta liberté financière, etc. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, tu dois savoir où tu vas. C'est primordial. Et à partir de là, tu choisis, en fonction de ton objectif, l'horizon de temps qui te convient. Si t'es plus court-termiste, ou plutôt si t'accordes plus d'importance au long terme. À toi de voir. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Et c'est là où
le trading et l'investissement sont différents. Pourquoi? Parce que le trader a un horizon de temps court-termiste, à contrario de l'investisseur qui voit sur 10, 20, 30 ans. L'investisseur, il voit très long terme. C'est-à-dire que l'investisseur, quand il investit, il va choisir ses titres et il va les conserver sur 10, 20, 30 ans, voire plus. Parce que ça lui permet de faire jouer les intérêts composés. Ça lui permet de mettre le temps de son côté et faire jouer le temps en sa faveur. Investir, c'est un art. C'est l'art de capitaliser sur le temps et de donner une utilité à son argent. Donc, à partir de là, différencie l'approche que tu veux. Bien sûr, tu peux mêler les deux, bien évidemment. Trading et investissement. Il m'arrive de mêler plus une approche plutôt active, donc je vais plus partir sur une analyse graphique. Ça m'arrive de le faire. Assez rarement, je dois te l'avouer. Mais tu peux mêler les deux aussi. C'est possible. Mais détermine le style que tu préfères. Si tu es plus davantage un trader, c'est-à-dire que tu dois bien savoir gérer tes émotions, tu dois être à l'aise avec, entre guillemets, le stress que peut procurer les marchés. Tu dois savoir gérer ces situations-là. Et à l'inverse, si tu es plutôt d'un naturel calme, que tu n'as pas envie de te prendre la tête, que tu préfères te fier à des méthodes entre guillemets plus simples, pourquoi pas opter pour l'investissement, un horizon beaucoup plus long terme, sans te prendre la tête, tu suis ta méthode et t'investis. Ok? Ensuite, une fois que tu as déterminé ton style d'investissement, ah oui, je précise, je te l'ai pas précisé, mais trading et investissement, c'est deux approches différentes. Et donc, la décision que prendra un trader d'intervenir sur les marchés n'est pas forcément une bonne décision pour l'investisseur. Parce que comme ils évoluent dans deux horizons de temps différents, c'est pas la même chose. Donc là encore, tu dois déterminer quelle approche tu préfères. Parce qu'une opportunité chez l'un ne sera pas une opportunité chez l'autre. Donc, définis ton horizon de temps, ça te permettra d'être beaucoup plus serein. Et là encore, viens pas me dire, oui, mais je vais des retours sur investissement tout de suite. Non. Le court terme, c'est bien. On peut faire des bons coups sur le court terme. Généralement, sur le court terme, on utilise une approche plus spécifique, donc entre guillemets le trading, pour faire des bons coups sur le court terme. Mais ce qui prend du temps, c'est le temps, justement. C'est de faire capitaliser le temps. Et Warren Buffett, par exemple, ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui s'il n'avait pas autant capitalisé sur le temps, s'il n'avait pas tenu sa discipline et sa constance pour investir chaque année toujours plus et accroître son patrimoine de manière exponentielle. Donc tu vois, deux approches différentes, deux finalités différentes au final, qui peuvent se rejoindre, bien évidemment. Ensuite, une fois que tu as déterminé ces quatre points-là, tu dois t'adapter au marché. C'est hyper important. Ta stratégie, elle doit tout comprendre. En fait, c'est un ensemble, la stratégie. C'est-à-dire que c'est un grand mot pour désigner ce que tu dois faire et ne pas faire en fonction des conditions du marché et dans certaines conditions. Ok? C'est hyper important. Tu dois avoir un cadre en fait. La stratégie, c'est le cadre, et si t'en sors, c'est là que tu prends des décisions irrationnelles et c'est là que tu perds de l'argent. Alors pour t'adapter au marché, plusieurs stratégies sont possibles. Par exemple, si c'est plus une stratégie, un marché, disons sans tendance, un marché en range, eh bien, tu peux opter pour une pratique de DCA, ou même si le marché est haussier par exemple, tu peux opter pour le DCA. Le DCA c'est quoi? C'est Dollar Cost Averaging. Ça te permet d'investir un montant fixe chaque mois dans certaines valeurs, certains actifs, et donc sur le long terme, ça te permet de lisser ton prix d'achat, c'est-à-dire que sur le long terme, tu achètes pas trop cher. Ça te permet de lisser le prix, et donc, entre guillemets, le prix moyen, tu achètes à un prix qui est quand même avantageux. A l'inverse, si le marché, par exemple, est en baisse, tu peux opter pour un all-in, donc là, tu investis une somme conséquente dans certains actifs, et donc, ça peut te permettre de profiter davantage de mouvements impulsifs, du retournement de tendance, d'ailleurs à la hausse par exemple, eh bien, tu investis une certaine somme, tu vois que le point à l'entrée il est bon, dans ce cas-là, tu peux faire un all-in, toujours avec parcimonie, en étant sûr de ton coup bien évidemment, et puis tu peux profiter du fort mouvement impulsif qui arrive par exemple. Ça peut être une stratégie. À toi de t'adapter, quel que soit le type de marché, tu dois savoir quoi faire. Idem, si le marché est en range, donc sans tendance, tu peux opter pour du DCA, tu dois savoir à peu près quel titre tu vas viser, etc. Parce que un marché sans tendance, il faut faire hyper attention. Si le marché il est sans tendance, tu peux te retrouver à mettre tes économies ou ton patrimoine dans certaines valeurs et le marché fait rien. Et donc ton argent est en quelque sorte bloqué sur les marchés et tu dégages pas de performance. Donc la performance de ton portefeuille, elle est pas terrible. Et en plus, entre guillemets, tu as bloqué de l'argent qui aurait pu te servir dans d'autres opportunités
et où tu aurais pu, dans ce cas-là, dégager beaucoup plus de performance et donner un véritable sens à ton argent. Donc fais attention au marché sans tendance. Marché en range, euh, voilà, opte pour une optique un peu plus fractionnée de DCA, ça peut être très intéressant. Tu prends ton avis, tu prends le conseil, tu prends l'information, t'en fais ce que tu veux, mais voilà, ça peut être intéressant. Voilà, donc l'importance du long terme, je vais pas y revenir, j'ai insisté assez là-dessus. Ensuite, donc, tu dois être, si possible, investi dans la majorité des classes d'actifs. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de profiter des opportunités que proposent toutes ces classes d'actifs. Il y a un investisseur très connu qui s'appelle Ray Dalio. Ray Dalio, il a construit sa renommée sur ça, justement. C'est-à-dire qu'il s'est montré très investi sur toutes les classes d'actifs. Son portefeuille comprend l'ensemble des classes d'actifs, donc des actions, de l'or, des obligations, etc. Tout simplement parce qu'il sait très bien que l'économie est toujours plus incertaine, toujours plus volatile. Hein. Volatile, c'est le risque, donc le risque de perte. Il le sait très bien, donc il s'est dit dans ce cas-là, je vais répartir euh, d'une certaine manière mon capital pour justement profiter de toutes ces opportunités. Donc c'est très bien, avec cette allocation d'actifs, que si le marché est en stagflation, en récession, en, en marché en croissance, etc., quel que soit le type de marché, Ray Dalio gagne de l'argent. Et c'est à terme ce que tu dois viser. Comme ça, tu es tranquille, tu te prends pas la tête, tu es investi sur toutes les classes d'actifs et tu profites de l'ensemble des opportunités de ces classes d'actifs. Alors, bien évidemment, la diversification, c'est exceptionnel, c'est excellent. Ça vaut le coup et je t'encourage à diversifier. Seulement, si aujourd'hui, t'as pas beaucoup de patrimoine, que tu veux commencer à investir, te diversifier, ça va plutôt rimer avec dispersion. Je m'explique. Diversifier, ça permet de réduire le risque, sur le long terme, etc. Mais c'est valable que si tu as un gros capital, de 10, 20, 30 000 euros, etc. Mais si tu as un petit capital de quelques milliers, ça vaut pas forcément le coup, parce que tu vas te disperser, ta performance sera médiocre, et puis euh, c'est pas adéquat. Là où ça devient plus intéressant, c'est quand tu as un gros patrimoine, parce que forcément, tu vas pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Tu dois être stratège et diversifié. Mais si tu as un petit capital que tu souhaites commencer à investir dès maintenant en bourse, quelques milliers à investir, et bien dans ce cas-là, tu choisis tes bonnes valeurs, etc. Éventuellement des ETF. Un ETF, c'est Exchange Traded Funds. Ça te permet justement d'investir sur un panier de valeurs qui va répliquer un indice. Par exemple, tu veux investir sur le CAC 40, et bien plutôt que de sélectionner individuellement les 40 valeurs du CAC 40, tu investis sur un ETF qui réplique le CAC 40. Il va le répliquer à la hausse comme à la baisse. Alors, petite parenthèse, pour les ETF, on a des ETF capitalisants et des ETF distribuants. Les ETF capitalisants, donc à contrario des ETF distribuants, vont capitaliser sur les dividendes. Donc, ce qui fait qu'au lieu de toucher les dividendes avec ces ETF, ils vont être réinjectés pour s'inclure à la performance de l'ETF. L'avantage, c'est que tu ne paies pas d'impôts, donc pourquoi pas opter pour des ETF capitalisants. A l'inverse, les ETF distribuants vont, quant à eux, verser des dividendes au même titre que des actions. Donc voilà, les ETF, ça te permet de te diversifier. Encore une fois, ne jamais mettre tous ses œufs dans les mêmes paniers. C'est-à-dire qu'un portefeuille réparti sur des ETF, pour moi, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que si je me réfère à l'histoire, eh bien l'histoire a montré, et d'ailleurs très récemment, parce que c'était en 2010, a montré qu'investir tout son argent sur les ETF, ça pouvait s'avérer très dangereux. Pourquoi je dis ça? En 2010, on a eu un flash crash sur les ETF, et les ETF ont fortement baissé. Donc c'était dû au trading haute fréquence. Trading haute fréquence, comme son nom l'indique, ce sont des machines, des robots qui tradent à la place des traders, toujours sur la supervision d'un trader bien évidemment. Mais voilà, ceux-ci ont commencé à faire trop de mouvements. Il faut savoir que le trading haute fréquence permet de passer des ordres à la millième de seconde, et donc un décalage, une erreur, et les marchés ont plongé. Et au point que les traders ont dû débrancher donc, leur robot pour justement qu'il n'y ait plus de problème. Bon, au final, le marché est remonté, flash crash de 10 minutes, mais en 10 minutes, on parle quand même de plusieurs millions, même de milliards de dollars sur les marchés qui se sont évaporés. Donc les ETF, oui, encore une fois, tout est question de juste milieu. C'est pas, la bourse n'est pas binaire. C'est-à-dire que tu n'achètes pas et quand ça baisse, tu vends tout. Non, 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 tu agis avec discernement. Et c'est le dernier point que je vais traiter.
c'est qu'il faut trouver en quelque sorte un entre-deux. C'est pas blanc ou noir en fait. Tu dois toujours avoir un certain entre-deux. Et cet entre-deux en bourse, c'est le rééquilibrage. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas te rendre compte, en fonction de ton allocation d'actifs, que certains actifs vont plus performer que d'autres. Parce que, imaginons que le marché est en croissance, eh bien si tu as opté pour un portefeuille somme toute classique, 60-40, 60% d'actions, 40% d'obligations, eh bien, en période de croissance, les actions vont plus performer que les obligations. Mais au lieu de faire comme 95% des branquignoles qui commencent à investir en bourse qui n'ont pas de stratégie, toi tu agis avec discernement. Et donc, plutôt que d'acheter ce que tout le monde achète, toi tu vas vendre ce que tout le monde achète. Mais pas tout vendre, tu vas vendre une partie seulement. C'est-à-dire que si la part de tes actions était à 60%, qu'elle est passée à 70%, imaginons, eh bien, tu vas vendre les 10% qui sont du coup surpondérés dans ton portefeuille, tu vas vendre ces 10% pour acheter la classe d'actifs qui performe le moins pendant cette période. Dans notre exemple, ce sont les obligations. Donc, ça te permet de faire l'inverse, de rééquilibrer ton portefeuille, et par la suite, puisque les cycles économiques ne durent pas ad vitam aeternam, ne durent pas éternellement, donc tu vas pouvoir réallouer une partie de ton capital, prendre éventuellement tes bénéfices si tu en as envie, et puis de réallouer une partie de ton capital pour profiter de la prochaine vague d'impulsion, du prochain cycle économique, et donc éventuellement de replacer un peu plus d'argent sur des classes d'actifs qui n'auraient pas performé dans le marché actuel à l'instant T, mais qui du coup, pour le prochain cycle, eh bien, tu vas pouvoir profiter de cette opportunité pour pouvoir ton patrimoine justement croître justement si cette, ton intuition se confirme. Et en faisant ça, en ne pratiquant ne serait-ce que le rééquilibrage, tu fais que ce que 95% des gens ne font pas. C'est-à-dire que les gens achètent toujours au sommet. Tu vois, je vais te faire un petit dessin très, très rapidement pour que tu comprennes, pour que ce soit un peu plus visuel. Les gens investissent toujours ici. Tu vois, ils investissent ici, au sommet. Et ces gens-là, ils investissent là, mais comme ils ne savent pas pourquoi ils investissent, ils n'ont pas de véritable stratégie, ils investissent parce que bah, ils ont entendu l'information et ils se disent ah ouais, faut acheter ce titre-là parce que tout le monde en parle, parce que c'est l'opportunité du siècle, etc. Sauf que ces gens, comme ils n'ont pas véritablement de stratégie, eh bien, à la fin, le marché, tu vois, le marché, bah, il poursuit pas tout le temps la hausse, donc le marché fait quoi? Bah, il descend, il baisse, et puis ces gens-là perdent tout leur argent. Et comme ils n'ont pas de stratégie, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils disent ah ouais, ça va remonter, donc sauf que le marché bah, remonte pas tout de suite, et puis donc ils vendent au plus bas. Ils vendent ici, tu vois, au plus bas. Sauf que bah, toi, t'as été intelligent. Ici, au moment où c'était hyper haut, tu t'es dit, ça sent le roussi, plutôt que de me décharger à l'aveugle de tous mes titres, j'ai plutôt rééquilibré. Donc toi ici, t'as été intelligent, t'as rééquilibré, t'as réalloué une partie de ton patrimoine sur les autres classes d'actifs qui n'avaient pas à l'instant T dans ce marché-là progressé efficacement. Donc ce que tu fais, c'est que dans ce cas-là, eh ben, si le cycle s'inverse, imaginons que le cours ne repart pas à la hausse mais plutôt à la baisse, on est en récession, bah dans ce cas-là, si tu as des obligations en portefeuille, c'est intéressant parce que les obligations ont tendance à performer pendant les périodes de récession. Ce qui fait que toi, bah, au final, tu auras plus de performance et tu auras agi avec plus de discernement que 95% des gens. Parce que les gens, ils achètent tout ici, ensuite ils vendent tout. Après ils se disent, ah bah j'ai perdu tout mon capital, la bourse a été une mauvaise expérience pour moi. Bah effectivement, parce qu'ils ont vendu, ils ont acheté au pire moment, et ils ont vendu au pire moment. Donc le rééquilibrage, ça te permet d'éviter cette situation. Et c'est super important. Pourtant, personne ne le fait. Si tu fais ça déjà, tu as déjà de l'avance sur 95% des gens. Ok? Donc prends bien ça en compte, c'est hyper important. Donc voilà, c'est ce que je viens de t'expliquer. Ce sont les investisseurs qui investissent donc au sommet sans véritable stratégie. Et donc, pour moi, donc, cette vidéo est terminée. Je pense que j'ai quand même fait pas mal le tour. Encore une fois, n'hésite pas à cliquer sur le lien en bio pour profiter en description, tu m'as compris, pour profiter du coaching offert. N'hésite pas à me dire si tu as aimé cette vidéo, si tu as besoin d'éclaircissement dans les commentaires, parce que dans ce cas-là, je prendrai tes remarques en compte et puis je tournerai une nouvelle vidéo pour être éventuellement plus clair. N'hésite pas à me dire si les biais cognitifs ça t'intéresse. J'avais déjà l'envie d'y consacrer une vidéo, je pense que ça pourrait être intéressant. N'hésite pas à me dire si ça te parle,
si tu as l'envie de voir ça, pour que je t'explique tout, ce sera une bonne vidéo bien concrète, où je t'expliquerai tout de A à Z, etc. Sur ce, l'ambitieux, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.